le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Et bienvenue à toi dans ce 35e épisode de Fragments d'essence. C'est Florian, et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie d'Alex, puisque nous nous sommes retrouvés aujourd'hui tout spécialement pour une nouvelle aventure en région bordelaise. On a chacun pris le train, le bus, avec un objectif en tête, découvrir les alentours, marquer comme il se doit les débuts de cette saison 2 de Fragments d'essence, et surtout étendre un petit peu les horizons du podcast en explorant davantage l'ouest de la France. Aujourd'hui, Bordeaux, une métropole au rayonnement international que l'on ne présente plus, préfecture du département de la Gironde et chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine. En 2022, plus d'1 million d'habitants dans son agglomération, soit la 6e aire d'attraction du pays, idéalement située à l'estuaire de la Gironde et au carrefour de l'océan Atlantique. Une position stratégique pour les itinéraires commerciaux, à la fois terrestres et fluviaux, qui prend son importance internationale dès le IIe siècle dans l'Empire romain, jusqu'à en faire au XVIIe et au XVIIIe siècle le premier port de France. Bordeaux, c'est une ville chargée d'histoire, histoire trop conséquente pour être simplement résumée ici. Entre sa fondation au 1er siècle avant Jésus-Christ sous le nom de Burdigala par le peuple gaulois, sa conversion en tant que cité romaine, ses basculements plus tard entre Wisigoths et Carolingiens, son histoire commune avec le royaume d'Angleterre, sa position de carrefour aussi du commerce triangulaire et de la traite négrière, son rôle enfin dans le rayonnement des Lumières en France avec Montesquieu. Bref, Bordeaux est à la fois un trésor de l'histoire de France, mais également international, riche de plus de 400 monuments historiques, entre places monumentales, jardins à la française et façades dorées. Bordeaux est un haut lieu de la gastronomie, capitale mondiale du vin, privilégié pour ses nombreux congrès internationaux, son rayonnement dans le secteur aéronautique et spatial, son enseignement supérieur et de recherche avec plus de 100 000 étudiants, et enfin son tourisme international justifié par tous les éléments que je viens de citer. Avec Alex, nous avons adoré découvrir la ville, s'imprégner de son ambiance, de son énergie particulière, s'accommoder de sa météo changeante, et découvrir les environs avec toujours une boussole en tête, vous rencontrer. Sans plus attendre, il est temps maintenant d'expérimenter de nouveaux formats et questionnements, et donc de laisser place aux fragments d'essence. Et une fois n'est pas coutume, alors que nous abordons avec Alex un inconnu sur un banc, c'est Alexandre, curieux, qui vient vers nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chrétien? Non, du tout. Ah, d'accord. Pour faire un petit peu connaissance, j'aimerais vous demander si on vous emmenait sur une île déserte et que vous aviez le droit de prendre 3 objets avec vous, qu'est-ce que vous prendriez?
J'apporterai ma Bible déjà. Ouais. J'apporterai une photo, ma famille. Et puis après, je vois pas. C'est déjà pas mal. Ouais. Vous avez été élevé dans la tradition chrétienne? Chrétienne, oui et non. Puisque pour moi, c'est Témoins de Jéhovah, donc c'est une secte. Voilà. Puisqu'après, j'ai découvert le véritable évangile au travers de la Bible. Mais j'étais enseigné, oui, avec des principes bibliques, sans connaître vraiment la vérité qui se trouve dans l'évangile, à savoir Jésus-Christ. Ça vous est venu comment, quand? Alors moi, j'ai mon frère qui a vécu un miracle à la suite d'un accident. Il est resté 6 mois, donc les 2 bras dans le plâtre, donc très handicapé. Il avait 40 ans, marié, 3 enfants. Et après, en fin de compte, au bout de 6 mois ou 8 mois, je ne me rappelle plus, il a repris son travail et puis c'était l'arrêt de l'entreprise. Donc il s'est retrouvé au chômage et du coup, ça faisait plus d'1 an, en fin de compte, qu'il passait à la maison. Et du coup, avec son épouse, ils se sont aperçus qu'ils ne s'entendaient plus. Donc c'était le divorce. Donc à l'espace de 18 mois, il n'y avait plus de santé, plus de boulot. Sa femme partait avec les gosses. Donc là, je l'ai vu plonger. Là. Tout s'est effondré. Tout s'effondre. Bon, moi, je suis son frère, je l'aime, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? Donc voilà, c'était 3 paquets de cigarettes par jour, c'était un peu d'alcool, tout ça. Et puis un jour, sa belle-mère lui dit, écoute Thierry, va voir cette mamie, là, elle fera sûrement quelque chose pour toi. Donc lui, il a été voir la mamie, et puis du coup, donc la mamie l'a reçu. Madame Delmas, qui est décédée maintenant, parce qu'elle était sur la ville de Bègle, près de Bordeaux. Et elle a reçu avec un café, des petits gâteaux. Et tout d'un coup, donc elle avait 71 ans, lui 40, tout d'un coup, ils sont tombés les bras dans l'un de l'autre. Et ils ont pleuré comme ça pendant 2 heures. Pourtant, elle ne le connaissait pas. Hein. Mais ils ont pleuré tous les deux pendant 2 heures. Et il y avait du monde à côté, ils n'ont pas compris, ils étaient scotchés, regardez. Et là, quand j'ai vu mon frère, après, il m'a raconté que toute la colère, l'amertume, tout ça, parce qu'après, il y avait la garde des enfants avec les tribunaux et tout ça, ça sortait de lui, ça sortait de lui. Et la mamie lui disait, dis Jésus, Jésus, Jésus. Et lui, il a senti que quelque chose l'a rempli littéralement. Quoi. Et moi, j'ai vu mon frère 1 semaine après, et il était zen. Quoi. Il y avait un amour sur lui, une paix, une joie. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, écoute, je ressens l'amour de Dieu dans mon cœur d'une telle manière que... Parce qu'il avait son petit de 5 ans, il me dit, tu vois, l'amour que j'ai pour mon petit, là, mais je ressens ce même amour pour moi. Alors quand j'ai écouté ça, moi, je me suis dit, c'est pas possible, c'est extraordinaire. Alors je me suis dit, il faut que j'aille voir cette mamie, là. Donc j'ai été voir cette mamie. Elle me dit, alors Alexandre, elle me dit, tu connais pas la Bible, t'as jamais lu ta Bible? Je dis oui, je dis mais il y a longtemps. Elle me dit, t'as jamais vu tous les miracles que Jésus fait? Je dis oui, mais ça je lui dis c'est de l'histoire. Elle me dit non, il le fait encore aujourd'hui. Alors pour moi, je me suis dit bon, elle va pas bien, la mamie. Là, je ne comprends pas. Parce que moi j'avais toujours entendu dire oui, l'histoire de la Bible, mais pour moi c'était de l'histoire. Et elle venait de me dire que non, c'est encore aujourd'hui. Et Dieu, Jésus, au travers de Jésus, Dieu peut encore intervenir dans la vie d'une personne. Et en même temps, j'entendais frapper à la porte. Et il y avait des gars qui rentraient aussi, des gars qui avaient vécu 10 ans, 15 ans de rue, et qui venaient avec femme et enfants, et qui eux aussi me rendaient ce témoignage. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'étais confondu. Donc après, mon frère, lui, il a été, le soir même, il a écrasé son paquet de cigarettes. Donc il fume toujours pas, 20 ans après. 6 mois après, sa femme est revenue. Il avait de l'asthme, ils ont prié pour lui, il a été guéri instantanément. Quand je dis, c'est l'église, quoi, l'église évangélique, protestant évangélique. Il a été guéri instantanément. Donc moi, quand j'ai vu tout ça, tous ces miracles-là, j'ai commencé à chercher Dieu. Et surtout, quand il s'est baptisé, j'ai écouté l'évangile. Que Jésus était mort pour nos péchés et que celui qui y croit, en fin de compte, il reçoit le pardon de Dieu. Donc j'avais bien compris. Et puis donc un soir, après, pendant 2 mois, j'ai cherché. Et Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Et tout ça tournait un peu en boucle. Et je voulais, moi aussi, vivre ce que mon frère avait vécu. Parce que moi aussi, j'avais eu des moments difficiles. Et puis c'est bon, au bout de 2 mois. Et puis un soir, je me suis repenti. Comme j'avais entendu, comme dit la Bible. Parce que je commençais à lire la Bible. Que devant Dieu, il faut reconnaître que Dieu est Dieu, que nous,
nous sommes simples mortels et que devant Dieu, on a à se repentir et à l'accepter. Et à accepter surtout Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Donc ce soir-là, je me suis repenti, puis il ne s'est rien passé. Mais le lendemain, je vais pour me coucher, j'étais très très fatigué, et je vais me coucher pour aller au lit, et puis tout d'un coup, il y a cette idée qui me vient, je vais prier. J'ai dit, mon Père, je veux te louer et t'adorer. J'ai dit ces 3 mots, et tout d'un coup, j'ai senti à l'intérieur de moi, comme ça, comme un diffuseur, comme quelque chose qui vivait, comme quelque chose qui voulait s'épanouir. Ça me remplissait d'amour, ça me remplissait de joie, ça me remplissait j'ai eu peur. Je me suis levé, du coup, et voilà, après ça a passé. Et du coup, après, moi aussi, tout est rentré dans l'ordre, quoi. Du coup, j'ai été délivré de la cigarette, délivré de l'alcool. Après, j'ai été à l'église, Dieu m'a montré mon épouse. Voilà, maintenant, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai une vie tout à fait... alors que j'étais très mal parti. Et comme mon frère et moi, il y a avant, il y a après, mais entre les deux, chacun on a fait cette rencontre-là avec le Christ ressuscité. Chose que moi, chez Témoins de Jéhovah, on n'avait jamais appris. Pour eux, on verra après, on verra à la fin. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Alors que non, Jésus est venu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà, j'ai expérimenté cela avec mon frère. Et donc ça fait 20 ans. Donc en 20 ans, on a pu expérimenter, autant lui que moi, la fidélité de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Comment vous êtes-vous rencontrés avec votre épouse? On s'est rencontrés. Alors comment j'ai su que c'était elle, peut-être? Parce que quand j'étais dans l'église, à un moment donné, elle a prié. Parce que dans l'église protestante évangélique, chacun prie, s'exprime librement. Quand elle a prié, sa prière m'a touché. Et j'ai senti que le Seigneur me disait, tu l'auras aimée avant même de l'avoir vue. Parce que je ne la voyais pas. Quand on prie, on a laissé comme ça. Et j'ai su à ce moment-là que c'était elle. Elle a demandé 3 confirmations. Seigneur, est-ce que tu es sûr est-ce que c'est lui? Seigneur, est-ce que c'est lui? Et à 3 reprises, par 3 personnes différentes, et par des songes aussi, parce que Dieu parle aussi au travers de songes, Dieu lui a dit que j'étais son époux. Donc après, forcément, quand on était dans l'église, on se côtoyait. Voilà, on était en groupe. Et puis voilà, en groupe, on a commencé à parler, tout ça. Et puis après, on a su que finalement, on avait eu tous les deux la même direction. Donc après, on a appris à se connaître. Et puis très vite, à l'âge qu'on avait, on n'a pas attendu non plus 5 ans pour se marier. Simone de Beauvoir disait « Un adulte, c'est un enfant gonflé d'âge ». Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, de toute façon, Jésus l'a dit. Il dit, celui qui entrera dans le royaume des cieux, c'est celui qui sera comme un petit enfant. Il faut garder, bien sûr, cette simplicité d'un enfant simplicité, déjà à l'égard de Dieu. C'est Dieu, la Bible nous dit que c'est un père. Donc, il nous faut avoir cette attitude d'enfant. Mais oui, pour moi, oui, je dis que c'est beau, c'est bien. Comment vous la gardez, cette attitude d'enfant? Comment je la garde? Ouais, cette âme d'enfant. En restant simple, peut-être. En restant simple et ouvert. Parce que malheureusement, beaucoup de gens, quand ils prennent de l'âge, s'endurcissent à bien des égards. C'est très intéressant, vous avez eu une expérience considérable dans le domaine religieux. Vous êtes même passé donc par ce que vous considérez comme une secte qui est être témoin de Jéhovah. Est-ce qu'il y a une expérience qui vous a marqué en tant que témoin de Jéhovah que vous aimeriez partager? Et lors d'une réunion de témoins de Jéhovah, à un moment donné, on avait appris la vie de Jésus. Et ça m'avait touché profondément. Toute la vie et l'œuvre de Jésus. Ça m'avait touché profondément. Et par contre, une chose que je m'étais rendu compte qui était pas positive, c'est que finalement, il nous donnait des livres, donc par l'imprimerie de la Watchtower, et il y avait une question, on lisait le texte et on devait souligner. Et une fois qu'on était à l'Assemblée, donc on nous demandait qui a la réponse. Donc il fallait donner la réponse qu'on avait soulignée. Donc c'était un petit peu tellement basique, tellement vide de sens, parce qu'il y avait tout le texte, quoi. Il fallait souligner et le dire. C'était un petit peu tout dirigé, un petit peu...
et notamment un livre qui s'appelle « Comment raisonner d'après les Saintes Écritures ». Alors ça, c'est un peu comment raisonner. Ça me dérange un petit peu, parce qu'on a tous la liberté de raisonnement, et je pense que Dieu est assez puissant pour nous avoir donné une Bible qu'on peut comprendre. Hein. Chaque entendement est capable de lire et de comprendre la Bible. Donc comment raisonner d'après les Saintes Écritures? Je trouve que c'est pas honnête. C'est pas loyal de dire comment tu dois raisonner. Comment on apprend le pardon? Le pardon, ça vient de Dieu. Si Dieu m'a pardonné, moi, et que lorsque j'ai su que Dieu m'avait tout pardonné, que je vais être en mesure de pouvoir pardonner aux autres. Et puis c'est surtout aussi quelqu'un qui ne connaîtrait pas Dieu, ben, s'il sait qu'en fin de compte le pardon, ça va être le premier bénéficiaire, ça va être lui, ça va être sa délivrance à lui. Et je pense que... Alors comment l'apprendre? Ben, moi c'est au travers des Écritures que je l'ai appris, hein, au travers du témoignage de Jésus aussi, qui même sur la croix, lui qui a été crucifié, a pu dire « Père, pardonne-leur ». Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le pardon, c'est quand j'ai reçu, expérimenté. Voilà. Pour moi, quand j'ai expérimenté le pardon de Dieu, effectivement, je peux pardonner. Et puis je prie pour que Dieu, si des fois, parce que je sais qu'il y en a qui ont vécu des fois des choses très difficiles, il faut le demander à Dieu. On peut tout demander à Dieu, on peut demander l'amour aussi. Il y en a qui manquent d'amour, moi je manquais d'amour aussi, Dieu, donne-moi de l'amour. Donne-moi à pardonner, tout vient de Dieu. Alors justement, peut-être pour terminer, l'amour au sens général du terme, comment vous le définiriez? Il n'y a rien de plus grand. Enfin, moi, je me suis inspiré des Écritures parce qu'il n'y a rien de plus grand, comme Jésus dit, de donner sa vie pour ses amis, quoi. Il a donné sa vie. Alors lui, c'était vraiment un sens littéral, hein, c'est-à-dire qu'il a été crucifié, mais après, on peut donner sa vie dans son couple. On peut donner sa vie pour son conjoint. On peut donner sa vie pour ses enfants. C'est-à-dire, c'est un renoncement. Le renoncement de soi pour le bien de l'autre. Donc pour moi, l'amour, il est là. C'est celui qui va justement faire grandir l'autre. Et ça demande, c'est pas un sentiment, hein. Même si ça peut être un sentiment, c'est aussi une décision. Une décision, voilà, pour moi, c'est ça. L'amour de l'humanité, comment l'envisager de nos jours? Mais l'amour, déjà, c'est un échange. L'amour, c'est un échange. L'amour. Et le problème, c'est que dans cette société-là, on voit qu'il y a de plus en plus d'individualisme et on n'est pas trop dans l'échange. Moi, je le vois d'ailleurs. Ça m'arrive de vouloir partager des choses avec des gens que je ne connais pas, c'est très difficile. Les gens se méfient. Donc tout ça, c'est un frein, bien sûr, à l'amour, à l'échange. C'est comme il y a des communautés, il y en a qui ont beaucoup d'a priori sur des communautés bien spécifiques, mais parce que aussi ils n'ont jamais vécu ni parlé avec eux. Donc s'il n'y a pas d'échange, c'est compliqué d'aimer, parce que je pense qu'aimer c'est aussi, ça fait partie, hein, c'est aussi échanger. Il faut réapprendre l'échange alors. Mais ce monde aussi, plus on s'éloigne de Dieu, et plus l'homme sera malheureux en fin de compte. Parce que la Bible dit que Dieu a laissé un vide en nous que celui seul peut combler. Alors après, il y en a qui vont le combler par la drogue, par l'alcool, par la sexualité, par toutes sortes de choses. Mais ça ne résout pas le problème. Puisque Dieu a laissé en nous la pensée de l'éternité. Dieu, il a sa place en nous. Mais celui qui a Dieu dans sa vie, et déjà, il est complet. Il a besoin de rien d'autre. Donc toute addiction devient futile pour lui parce qu'il est rempli, il est dans le contentement et surtout l'espérance. Quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui n'a plus peur de la mort ni de la maladie. Moi, mon épouse elle part, mes enfants partent, moi je sais où ils vont, je sais que j'arrive. Donc c'est ça change beaucoup de choses. Quand on a la foi, on trouve sa voie. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Okay. Ça fait très plaisir de discuter avec vous. Vous êtes Alexandre, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors moi, c'était Florian. Alex. Et Alex. C'est bien aussi ce que vous faites. On fait de notre mieux. Voilà. C'est un On fait projet de qui me notre tient à mieux, cœur. c'est ça. Ouais. Au moins, c'est du vrai.
Oui. Ah ouais, Ah bah là, exactement. c'est le vrai contact. Oui. Et vous voyez, et là, il n'y a pas d'image. Non. C'est bien. Parce que Dieu est une parole. Le reste aujourd'hui est une parole. Mais l'image, ça vient toujours de ce qui est du monde et tout ça. Une image peut vous tromper, vous savez, encore aujourd'hui, pire que toute autre chose, une image, si on est sur TikTok, on voit de ces trucs, l'image trompe. Mais une parole, c'est difficile qu'elle trompe. Mais c'est bien. Super. Bon. Bon, bah, c'était un plaisir Ouais, de vous mais moi rencontrer. Enchanté, Alexandre. Merci d'avoir eu la curiosité d'aller vers nous. Oui, mais c'est bien. Mais Parfois. c'est ma démarche aussi. Bah, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonjour messieurs, dames, excusez-moi de vous déranger. Très bien. Monsieur? Je suis plus mitigé. C'est ça. Est-ce qu'on peut connaître vos prénoms pour commencer, s'il vous plaît? Sandrine. Pierre-André. Pierre-André et Sandrine, enchantés. Bienvenue dans Fragment d'essence. On pourrait faire un petit jeu, c'est-à-dire que Sandrine pourrait décrire Pierre-André, Pierre-André pourrait décrire Sandrine en quelques mots. Pierre-André est un monsieur barbu, un peu dégarni, avec des lunettes, plutôt joyeux, plein d'humour. Voilà. Super. Sandrine est une fonceuse. Un peu fatigante. Non. Battante. Oh, Est-ce qu'on peut vous demander pourquoi fonceuse, justement? Pourquoi vous considérez... Fonceuse parce qu'elle va de l'avant et que fait des propositions toujours. Force de proposition. alors on a un proverbe du jour, on aime bien analyser les proverbes du jour dans Fragment d'essence. Celui d'aujourd'hui, c'est une citation de Simone de Beauvoir. Qu'est-ce qu'un adulte, un enfant gonflé d'âge? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qu'un adulte gonflé? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire que, en fait, on reste toujours l'enfant qu'on a été. Voilà, ça c'est clair. Et on fait jamais. C'est pas on n'a pas à faire le deuil de son enfance parce qu'on perd pas son enfance, mais l'enfant qu'on a été, c'est notre personne d'aujourd'hui. Effectivement, gonflé d'âge, ça veut dire avec notre expérience, notre vécu, nos joies, nos traumatismes, nos épreuves. Donc, c'est un enfant qui... Alors après, c'est un peu compliqué parce que quand même, l'enfant, il a un regard sur le monde qui est... je ne vais pas dire qu'il est innocent parce que je trouve que ce terme est vraiment pas juste, mais en revanche, il a une spontanéité, il a un élan que quand on se gonfle d'âge, on peut perdre malheureusement. Voilà. Donc on n'est plus tout à fait malgré tout l'enfant qu'on a été. Quand on se gonfle d'âge, peut-être qu'on devient un peu lourd. Peut-être. Gonflé d'âge, ça ajoute du poids. C'est pas forcément très positif dans sa formule. C'est un peu une outre qui se gonfle et c'est pas forcément une très bonne chose. Mais ouais, on est en partie l'enfant qu'on a été et effectivement on s'est construit là-dessus. Alors justement, on a parlé de l'enfance et des traumatismes éventuels qu'on a vécus durant l'enfance. La résilience peut justement aider à se redresser dans les moments durs. Quel est votre rapport à la résilience? Comment participer à la résilience? Personnel, vous voulez dire Ou même en général, individuel. vous êtes comme vous voulez. Je ne sais pas trop ce que c'est que la résilience. J'ai un peu de mal à définir ce qu'est la résilience, mais ou en tout cas à me mettre en accord avec une définition. Mais pour moi, de toute façon, grandir, avancer, se mouvoir, c'est forcément se blesser, cicatriser, et donc c'est faire avec ces cicatrices. Peut-être qu'elles nous gonflent, voilà, au sens elles nous agrandissent. Oui. Mais du coup, effectivement, en tout cas pour moi, si la résilience c'est pouvoir regarder ce qu'on a vécu, les difficultés qu'on a rencontrées et les regarder de façon apaisée, de façon tendre et surtout de façon indulgente,
et être indulgent avec soi-même. Ok, c'est la façon dont j'essaie d'être résiliente avec moi-même, voilà. C'est ça. Se pardonner soi-même. Oui, ouais. Aux autres et à soi-même. Ouais. Le principal est dit Ouais, déjà. je pense que le principal est dit. La résilience, c'est un peu de pardon envers les autres, envers soi-même, un peu d'oubli, d'atténuation d'un certain nombre de cicatrices, d'acceptation aussi d'un certain nombre de choses qui ont pu marquer l'enfance ou autre. Faire avec, les accepter et s'apaiser. La résilience, pour moi, c'est l'apaisement. Comment on apprend l'apaisement, justement? Ça prend du temps, j'imagine. Ouais. En se gonflant d'âge. J'allais le proposer. Bon, là, on va rencontrer d'autres personnes par la suite. Si vous aviez une question à poser aux prochains ou prochaines inconnus du quotidien qu'on va rencontrer, laquelle ce serait? Qu'est-ce que tu peux faire, toi, la prochaine personne que vous allez interroger, qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour le bien commun? Ok. Voilà. Une chose, une petite action. Trouve une action et fais-la. Très Un bien. défi. On pousse à l'action aussi. Ouais. Voilà. Battante, c'est ça qui ça correspond bien, là. Ouais. Super. Bravo pour l'initiative. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Ravi Continuez d'avoir à fait faire du votre lien rencontre. Ouais, c'est ça, ouais. Merci. On va faire notre mieux jusqu'au bout. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au Au revoir. Au revoir. Bonjour messieurs, dames. Excusez-nous de vous déranger. Vous seriez partant pour passer quelques minutes avec nous? Ben oui, enfin, s'il pleut pas trop, Si c'est ça... parce que là, vous êtes sous la pluie. Ouais, ça va, on a des capuches, vous en faites pas, ça devrait aller. Vous êtes partant, tout est bon? Oui. Super, bah merci. Est-ce qu'on peut vous demander vos prénoms? Evelyne, Evelyne. Jean. Jean. Moi c'est Florian. Enchanté. Alex. Alex. Voilà, heureux de vous connaître. Alors pour vous connaître un petit peu plus peut-être, si vous aviez 3 objets à prendre avec vous pour un départ sur une île déserte, qu'est-ce que vous prendriez? un livre, de la musique, si c'est possible, hein, sur une île, je ne sais pas, peut-être. Et quelques photos. Quelques photos. Oui. Monsieur? Un briquet, des ciseaux, Un briquet et des ciseaux. et un couteau. Vous avez plutôt pensé la chose La en tant que survie. Oui. Ouais. Et madame, plus divertissement. Encore faut-il durer pour écouter la musique. J'y ai pas pensé. Vous lisez beaucoup, madame? Oui. Oui. Quelles sont les lectures qui vous passionnent au quotidien? Bah, j'aime bien lire en même temps des lectures de spiritualité, des romans, des essais, un peu de philosophie et de la poésie. Et monsieur, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Dans la vie, Ouais. ma femme. C'est beau. C'est bien d'y avoir pensé en premier. Oui. Super. On a eu des interviewés juste avant. Et Sandrine qui nous a demandé de vous poser une question. Quelle action concrète pour le bien commun vous pourriez déployer? Ben, je crois qu'on est toujours dans un petit microcosme, mais autour de soi, il faut essayer dans une vie de faire en sorte qu'il y ait le plus possible de paix, d'échange, voilà, tout ce qu'on peut faire, essayer de le faire. Voilà. C'est pas des actions très ambitieuses, mais déjà, si autour de soi, on arrive à voir tout ce qui ne va pas et à aider, ça me semble important. Voilà, ce qu'on essaie de faire. Vous êtes dans cette même optique? Moi, je pense qu'il faut éduquer pour donner de la vie une autre approche que le matérialisme. Comment vous mettriez ça en place? D'abord, en guidant
paraît que ça ne se fait plus maintenant, vers une certaine littérature qui ouvre l'esprit. Et maintenant, c'est prêcher dans le désert. Ah ouais. Oui, mais on peut quand même apprendre, on a des petits-enfants, leur apprendre très tôt la gratitude, leur apprendre à profiter vraiment de tout ce qui leur est donné gratuitement. Le fait d'être vivant, le fait de ne pas être malade, le fait dans la nature, il y a tellement de choses intéressantes. Déjà, leur apprendre ça, leur apprendre qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter des choses pour être heureux. Pour être heureux. Leur apprendre à vraiment vivre le temps qu'ils ont à vivre. Ça, c'est très important. Pas s'ennuyer. Même s'ils s'ennuient, c'est pas grave. Pour redonner sa valeur à l'ennui, vous diriez? Oui, même. Même éventuellement, oui. Qu'au même âge, on avait très peu de choses. Parfois, on s'ennuyait, mais ça ne nous a pas empêché de... souvent, c'est dans ces temps-là qu'on est plus créatif. Voilà. Simone de Beauvoir disait « Un adulte, c'est un enfant gonflé d'âge ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Je suis assez d'accord, parce que je pense qu'il faut être assez fidèle à l'enfant qu'on a été. Il faut le connaître. Effectivement, si on peut vieillir en âge, mais on peut garder un cœur jeune, je pense. Quel conseil vous donneriez pour renouer avec cet enfant? Toujours s'émerveiller, être dans la gratitude, essayer toujours, en fin d'une journée, de voir ce qui a été positif, ce qu'on a eu d'heureux, même quand il y a des choses difficiles. Et voilà, et puis peut-être chercher ce qui existe en dehors de nous. Alors, il y en a qui parlent de... Je ne parle pas forcément de religion, mais je pense qu'une écoute intérieure permet peut-être de découvrir que la vie n'est pas uniquement la vie terrestre. Il y a peut-être autre chose. Ça me semble important. Une forme de spiritualité. Ça me semble important. Moi, je pense qu'on quitte l'enfance pour y retourner après. D'accord. Donc, de toute façon, on revient à la simplicité et peut-être à l'essentiel à partir d'un certain âge. Qu'est-ce que c'est être adulte pour vous? Être responsable, d'abord. C'est surtout ça, être responsable. Ne pas tenir les autres toujours pour responsables de ce qui arrive, assumer. En gros, c'est ça, être capable de se débrouiller, quand même, d'être autonome, de ne pas peser sur les autres, quel que soit le moment de sa vie. C'est sans doute ça, être Pour moi, c'est garder le sens de la liberté. Le sens de la liberté. Dans un monde où il y en a de moins en moins. Qu'est-ce que c'est pour vous la liberté alors? Quelle définition vous en donneriez? De ne pas se laisser engluer dans tous les systèmes très bien mis au point pour nous endormir, nous transformer en simples consommateurs, accepter tout ce que on peut voir apparaître comme loi et qui, si on y réfléchit, sont un peu problématiques. Fidèle à soi-même. Fidèle à soi-même. Essayer de se connaître et puis, dans la mesure où chacun est unique, non pas supérieur aux autres, mais essayer de développer au maximum ce pour quoi on est venu. Voilà. Qui est toujours unique. Je pense qu'il n'y a pas d'existence inutile. Garder la liberté de faire des podcasts. Des podcasts, ouais. par exemple. Oui. Sans être aussitôt embarqué par je ne sais quelle milice. C'est ça. Pas chercher à copier, pas chercher à suivre des modes. Être soi. C'est simplement. être soi-même. Ouais. Voilà. Le plus possible soi-même. Alors justement, quelles questions vous aimeriez poser aux prochains interviewés? On va leur demander s'ils ont l'impression d'avoir réalisé ce qu'ils sont. Oui. Voilà. Est-ce qu'ils savent à peu près ce pourquoi ils sont venus dans cette vie? Voilà. Est-ce qu'ils se sentent en accord? Parce qu'ils se sont souciés d'avoir assez de savoir pour avoir un peu plus de chance d'être libre. C'est noté, merci beaucoup. On transmettra. Ouais. On transmettra.
On a aussi une question plus particulière à la ville. Donc, si jamais vous êtes du coin, comment vous feriez découvrir la ville? Est-ce qu'il y a certains endroits que nous recommanderiez? Personne qui nous écoute. Alors moi j'aime beaucoup les jardins, ce jardin j'aime beaucoup. Il y a le parc bordelais aussi. J'aime bien aller me promener aussi le long des quais parce que la ville a été rendue au fleuve avec Juppé. Là. Il n'a pas fait que des choses bonnes, mais il a bien rendu la ville au fleuve. Et puis après, il faut se perdre dans des quartiers qui sont pittoresques. Par exemple, les Chartrons, là, vous partez par là, vous allez dans les petites rues. Mais Bordeaux, c'est vraiment une ville où on peut marcher et découvrir. Voilà. Regarder, il y a toujours des choses à découvrir. Moi, j'y suis née, mais je découvre toujours des choses parce qu'on marche beaucoup. La marche, c'est très important. Une activité quotidienne pour vous. Oui, oui, c'est très important. On marche beaucoup l'été, mais on marche aussi par tous les temps, on essaie. Ça fait du bien. Après la Covid, on a retrouvé la liberté de marcher quand vous avez enlevé. C'est ça, Ouais. c'est ça. Il faut bien. C'est là qu'on prend la mesure de sa valeur. Oui. Et quand on marche, on a l'impression d'avoir une certaine liberté. Je suis un peu au hasard. Pour découvrir, je crois qu'il faut découvrir en marchant. Gardant à l'esprit Connaître une ville, que bien des faut choses marcher. qui sont belles à Bordeaux résultent de l'esclavage. Aussi, ne pas Aussi. oublier l'histoire. Bon, Dans beaucoup de villes, non, Oui, c'est oui. pareil. C'était oui, une ville non, qui a non, mais fondé sa petite pensée richesse, quand même. l'esclavage. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même une belle ville. C'est une chance d'avoir une ville qui est belle. Oui, la beauté, le sens de la beauté, le sens de l'esthétique. C'est très important de le transmettre aux enfants. Comment vous faites pour le transmettre? Je ne sais pas si vous avez des enfants. Si vous On leur a avez des enfants et transmis. des petits-enfants, on les fait dessiner, on les fait peindre, photographier, on leur montre la nature, on essaie de leur montrer ce qui est beau et après, ils font leur propre chemin. Vous leur donnez l'ouverture d'esprit On essaie. suffisante et après, Voilà. ils veulent de leur Après, il faut propre leur zen. dire. Ils ont quelque chose à accomplir qui n'est pas forcément ce qu'on pensait pour eux. On est content de savoir. Bah, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Merci. Merci à vous. Et Bonne promenade. soirée. Merci. Merci. Bonne promenade. Au revoir. Le portable est trempé. Et c'est ainsi que s'achève le 35e épisode de Fragments d'essence à Bordeaux. Bien entendu, on tient à remercier tout particulièrement Alexandre, ainsi que les duos Sandrine et Pierre-André, et enfin Evelyne et Jean, pour le partage de leurs uniques fragments de vie, sans oublier toutes les autres personnes dont on a pu faire la rencontre. Ce fut un nouvel épisode inédit, les sujets abordés aujourd'hui étant axés sur la résilience, la spiritualité, le pouvoir de la foi et la relation entre l'adulte et l'enfant. Qu'est-ce qu'un adulte? Un enfant gonflé d'âge. C'est ce que souligne la philosophe Simone de Beauvoir dans son recueil de nouvelles La femme rompue, publié en 1967. Dans L'âge de discrétion, en particulier, la protagoniste est une intellectuelle dans la soixantaine qui, éprouvant des difficultés dans sa vie familiale et professionnelle, en vient à remettre sa vie et son avenir en question. Au fond, cette citation exprime l'idée que l'adulte n'est qu'un enfant qui a vieilli. Malgré les apparences, l'adulte demeure un enfant portant en soi les mêmes émotions, besoins et fragilités. Cette citation peut aussi faire référence au fait que, pour comprendre réellement une personne, il convient de se pencher sur son enfance. En effet, un enfant baigné dans un environnement plein d'amour ne se construit pas de la même manière qu'un enfant biberonné à la négligence ou la haine. L'adulte, plein de doutes et en manque de confiance, peut cacher une enfance marquée par l'humiliation,
ou la dévalorisation. L'adulte égocentrique qui se croit tout permis peut cacher une enfance gâtée. L'adulte malheureux peut cacher une enfance blessée. On peut donc considérer cette citation comme un appel à renouer avec notre enfant intérieur, l'apprécier tel qu'il est, le pardonner si possible, mais surtout le préserver. Parce qu'en préservant l'innocence de notre enfant intérieur, on aboutira à un monde plus sain, plus paisible, plus heureux. Éduquons-nous d'abord et ensuite éduquons nos enfants. Sur ce, on vous souhaite à chacune de renouer avec votre enfant intérieur et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous surtout et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.